Fou! Quelle finale, franchement. Quelle finale. C'était un final de malade. Il n'a pas besoin d'être genre gigantesque, un cliffhanger. Du moment que tu poses les bases pour la saison qui a à suivre, c'est déjà parfait. Et c'est ce que cet épisode final de Oshinoko a su faire avec perfection. Salut les potos, aujourd'hui on va faire la revue des épisodes 10 et 11 de Oshinoko parce que oui, j'ai pas eu le temps de faire la revue de l'épisode 10 dernièrement parce que j'étais malade, quelques problèmes avec la chaîne, tu connais. Mais bon, tout va bien, votre boy est back, sans plus attendre, c'est parti. Mais en vrai de vrai, à un moment donné, j'ai complètement oublié avec toute l'intrigue par rapport à quoi qu'en fait Oshinoko, c'est l'histoire de deux frères qui vont suivre un chemin différent après la mort de leur mère. On était tellement focus sur Aqua qui cherchait justement avant justice à Ai qu'on a oublié qu'il y a de l'autre côté Ruby qui veut réaliser son rêve d'idole, qu'il y a Ruby qui veut suivre les traces de sa mère devenir aussi une idole du même calibre que Ai, sinon pourquoi pas beaucoup plus. Et donc là, les deux derniers épisodes, notamment l'épisode 10 et l'épisode 11, sont plus focalisés sur cet aspect de l'histoire. Dans l'épisode 10, justement, ça a commencé avec le groupe Bikomachi qui s'est créé et tout. Là, je te dis, l'intrigue est totalement différente de celle que Aqua est en train de vivre en fait. En fait, carrément, le jour et la nuit. D'un côté, tu as le grand frère qui, lui, en fait, il veut venger sa mère et c'est tout ce qui compte. Et l'autre, tu as la fille en fait qui elle veut devenir une idole. Et c'est ça qui est malade en fait parce que là tu te dis ok, la quête de Ruby n'est pas aussi intéressante, n'est pas aussi poignante, n'est pas aussi captivante que celle de Aqua, tu vois. Je dis que ouais, quand ça va venir, quand le moment viendra, il faudra se concentrer sur la quête de Ruby, ça va être moins intéressant. Mais non seulement c'est clair qu'on voit vraiment en fait une idole se créer petit à petit, mais aussi on voit beaucoup de développement de personnages. Même chose dont on a découvert l'histoire tragique qui a dû en fait passer 16 années de prime, si je peux dire ça comme ça, à travailler pour protéger sa famille, à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Et maintenant qu'elle a pu réussir à subvenir à ses besoins, c'est là maintenant qu'elle a commencé à suivre ses rêves, qui étaient de devenir une personne connue, une personne populaire, une célébrité. Malheureusement, elle ne pouvait plus être idol parce qu'elle a dépassé l'âge, donc elle s'est tournée vers YouTube. Mais finalement, grâce à une opportunité de Aqua et au fait que les gens l'aient accepté pour le fait qu'elle ait motivé son âge, elle est capable maintenant de pouvoir réaliser son rêve d'idole. C'est intéressant de voir que dans le show business, il y a ce genre de trucs là qui arrivent comme quoi on change d'âge parce qu'on a besoin de paraître, parce qu'on sait qu'on paraît plus jeune. Parce que clairement, si tu dis aux fans d'idole que tu avais 4 ans, ça passe pas tant que quand tu dis que j'ai genre 17, 18 quoi. Genre, mettons, c'est un peu creepy de dire ça, mais les gars, ils aiment la vie fraîche. Que veux-tu? Bref, donc l'intrigue de l'épisode, c'était vraiment en fait sur qui choisir pour être la tête d'affiche de Bikomachi. Et en même temps, ça nous a permis de plonger en profondeur dans le personnage de Kana Harima. Kana Harima, cette fille imbue, cette fille qui est tout le temps sûre d'elle, en fait, a de grandes faiblesses. J'ai envie de dire, derrière cette arrogance se cache un cruel manque de confiance. Parce que c'est quelqu'un qui a subi les échecs. C'est quelqu'un qui a subi beaucoup d'échecs. Genre, à un moment donné où elle était Golden Girl et tout, oui, c'était elle qui gérait, c'était elle qui était la tête d'affiche, la star. Mais jusqu'à ses 8 ans, après ses 8 ans, c'est fini. Hein. Son âge d'or est passé, il n'y a plus de buzz. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas fait comme si c'était une personne qui ont surfé sur le buzz qu'ils avaient. Et puis finalement, quand ils commencent par décliner, bah, ils ne se rendent pas compte de la faiblesse. Non. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'avait plus de valeur. Et donc, du coup, elle a quand même essayé de continuer. Elle s'est accrochée. Elle a enchaîné échec après échec. Et malgré ça, elle continuait toujours. Mais le problème, elle ne voyait pas en fait les échecs comme des opportunités d'apprendre en fait. Elle voyait plus les échecs comme un rappel qu'en fait, elle n'a plus de talent, elle ne faut plus rien. Et c'est là que c'est mauvais parce que là, ça a créé tout ce personnage de Kana. Et du coup, en fait, elle devient une actrice qui genre, ok, se débrouille par-ci par-là. Heureusement qu'elle pouvait compter sur des gens comme Aqua, tu vois. Aqua qui vraiment, en fait, on le veuille ou non, c'est peut-être un manipulateur, c'est peut-être un mastermind du style Ayano Kochi ou encore Light Yagami, mais Aqua tient vraiment à Kana. Et il va le montrer plusieurs fois, notamment dans l'épisode 10, quand il va se déguiser en le gars pignon là, pour pouvoir lui parler et tout. Et malheureusement, bah, ça a eu aussi un revers, tu vois, parce qu'elle a découvert qu'en fait, le pignon en question, bah, c'était Aqua qui se déguisait juste pour lui parler. Donc du coup, je me suis dit, ah, il me manipule encore, pourquoi il fait ça, pourquoi il n'est pas venu me parler, tu vois. Ça m'a chamboulé totalement. Alors qu'à la base, le mec, il voulait juste l'aider, il voulait juste lui redonner un boost de confiance parce que Aqua avait compris le problème de Kana. Il l'avait compris avant nous tous. C'est ça que c'est un génie, ce mec. Mais malheureusement, ça a backfire et puis du coup, voilà, à l'aube de son concert, à l'aube du premier concert de Bikomachi, qu'elle devait animer parce que oui, finalement, c'est elle qui, avec sa voix qui dépasse celle des deux autres, a été choisie pour être la vedette de Bikomachi. D'ailleurs, petit parenthèse par rapport à ça, personnellement, j'ai toujours pensé que c'était Ruby, même si Ruby n'avait pas la voix nécessaire. Personnage, niveau charisme, niveau énergie, je pensais que Ruby ferait mieux
en fait une tête d'affiche, une idole que Kana. Alors, je dis pas que Kana ne mérite pas, mais pour moi en fait Ruby a ce truc là parce qu'elle a le charisme de elle aime ça, elle enjoy ça, et en fait elle apprécie la scène, elle profite du moment et elle aime être sur scène. Genre, ça se voit dans son énergie. On le verra dans l'épisode 11. Fin de la parenthèse. Alors vient le concert. Et là, t'as Kana qui stresse le malade. Parce qu'on comprend en fait que ce pourquoi Kana en fait était réticent pendant tout ce temps. Ce pourquoi Kana en fait ne voulait pas devenir la tête d'affiche de Bikomachi. Mais c'est en fait parce que, ok, autant elle assume ses échecs, elle se dit, ouais, de toute façon, elle est seule, donc ça fait moins mal. Elle ne supporterait pas qu'elle échoue encore et que cette fois-ci, elle tire les carrières de 2 autres personnes à qui elle tient avec elle. Donc en fait, c'est que carrément, là, elle se dit qu'elle va faire flopper le projet. Du moment qu'elle est là, elle va faire flopper le projet. Et donc, du coup, par association, les 2 filles aussi, leur carrière va faire flopper. C'est ça qui fait qu'avant le concert, elle a le blues. Là, t'as Ruby qui arrive. Ruby avec cette énergie-là. Ruby avec cette cool vibe-là. Vient donner des mots d'encouragement à Kana. À la base, Ruby était venue voir Kana pour pouvoir l'aider à déstresser. Mais quand elle a vécu qu'elle était stressée, elle a su trouver les mots exacts pour pouvoir permettre à Kana de se revigorer, de retrouver le moral et de monter sur scène. Et c'est ça qui nous amène à l'épisode 11. L'épisode 11 était vraiment génialissime. Déjà, commencer par la performance. La performance de malade du groupe Bikomachi. Franchement, j'ai vraiment enjoy en vrai. Je ne m'attendais pas vraiment à aimer les musiques qui seraient interprétées dans le show personnellement. Mais je me suis surpris quand même à aimer ça, tu vois. Je me suis quand même surpris à aimer les musiques, c'était vraiment pas mal. C'était sûr que c'était des bangers, puis ça avait ce style de European music un peu quand tu entends dans Initial D à l'époque là, et c'était vraiment bien. Bien sûr, il y a toujours des gens qui ont douté au début, un journaliste et tout, qui pour eux en fait, Bikomachi c'était juste une version genre riche un peu du vrai Bikomachi, parce que pour moi en fait, personne ne pouvait remplacer en fait l'aura que Ai avait. Personne ne pouvait remplacer en fait cette allure là, cette énergie, cette prestance qu'avait Ai. Un peu comme un fan de foot, un fan du Barça actuel qui voit le nouveau Barça qui se dit en fait ça n'aura jamais rien de l'ancien Barça parce que le Barça n'a pas Messi, tu vois, un truc du genre. Fanatique comme ça qui lui en fait ne veut pas croire que ce Bikomachi là fasse mon feu. Et donc il a été surpris par la performance, mais par la performance qui d'abord il a été surprise par la performance de Ruby. Je suis pas un fanboy, honnêtement, je suis pas un fanboy. Je suis pas en mode ouais, Ruby, t'es ma waifu et tout, non, mais pour moi, Ruby, c'était elle qui devait être genre la tête d'affiche de Bikomachi, tu vois. Et ça s'est remarqué encore dans l'épisode. Genre, la première qui a tapé à l'œil de ce fan-là, de ce die-hard fan-là, de l'ancien Bikomachi, bah, c'est Ruby. C'est Ruby qui lui a fait rappeler directement. Il s'est dit, ah mais punaise, genre actually quand même, ce groupe-là a quelque chose, juste avec l'énergie de Ruby, et ça se voit. Mais c'est normal après, dans son ancienne vie, elle a toujours voulu être idol. Et là maintenant, la vie lui a donné une seconde chance et elle en profite au maximum, ça se voit. L'énergie qu'elle dégage se répand autour d'elle, c'est juste... Contrairement, ta Kana qui en fait te faisait canaliser, elle réfléchissait trop, elle était trop en train de penser, limite, elle stressait, elle se disait pourquoi les gens ne me regardent pas, ok d'accord, même chose c'est normal parce que voilà, elle a beaucoup de followers, des fois de même choses qui sont là, Ruby elle a un peu un charisme et tout, elle est mignonne donc ça va, ça passe, mais moi pourquoi est-ce que je ne me regarde pas? Et là elle commence à broyer du noir sur scène, ça aurait pu très vite tourner au drame, mais c'est sans compter notre chevalier en armure blanche, quoi? Qui était là et qui a fait des mouvements de zigoto. Bref, je ne vais pas revenir sur ça, donc c'était quand même cool. Et il a fait des mouvements de zigoto pour pouvoir encourager les filles, mais surtout Kana qui avait besoin de ça. Donc là, Kana s'est réveillé et il est en train de nous donner un show mémorable. C'était génial. Je reviens encore sur la musique. C'était vraiment un plaisir à écouter. Et j'étais agréablement surpris par la musique, en vrai. On continue vers ce qui sera vraiment genre l'intrigue de la deuxième partie de l'épisode. Et bien sûr, la relation entre Kana et Akane que je n'ai pas vu venir. Mais avant ça, mise en contexte. Il y a une nouvelle série qui débarque. Une nouvelle série qui débarque, à mon avis, ce sera vraiment ça l'intrigue de la saison 2. C'est une adaptation d'un animé de samouraï, tranquille jusque-là, tu vois. Mais qui s'occupe de la production? C'est la fameuse La Live Production, la même qui aurait eu rapport avec Ai, enfin, la même qui apparemment aurait en son sein la personne dont Ai est tombée amoureuse, qui donc rapprocherait notre ami à quoi? En fait, de l'assassin / amant de sa mère défunte. Et c'est intéressant parce que là, tu vois, en fait, le gars, il a réuni un casting de malade, hein, tu vois, il a réuni Akane, il va sûrement prendre Aqua, mais il a aussi pris Kana. Et c'est là qu'on découvre qu'en fait, Kana et Akane sont des rivales de longue date. Sangoku, Vegeta, Naruto, Sasuke, Kana, Akane. Et j'étais pas prêt.
J'ai vraiment kiffé cette mise en scène. Je me suis dit, intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Ça peut donner. Ça peut être génial. Ça a été très bien amené. T'as Akane, en fait, qui a perdu toute sa douceur quand elle a croisé le regard de Kana. Kana qui est venu les stalker, si on peut dire ça comme ça, qui était en date fictive, pour lui annoncer que elle va jouer le rôle de la concubine. En gros, en fait, le héros que Aqua doit jouer va devoir choisir entre deux filles, en fait. Et donc, Kana joue une fille, Akane joue l'autre fille. Donc, elles seront rivales dans la vraie vie et dans la série. Ça promet. Donc, la rivalité, en fait, elle est là. Chanta, Kana qui était la starlette, la star, l'ancienne génie, versus Akane qui est la génie actuelle, l'étoile montante. Donc, en gros, en fait, c'est l'affrontement de deux générations, si je peux dire ça comme ça. En fait, c'est pas vraiment deux générations, mais juste deux stars qui ont eu leur prime à des époques différentes. L'une a eu son prime pendant son enfance et une est en train d'avoir son prime, tu vois. Donc, ce sera un affrontement intéressant, parce que là, c'est un affrontement non seulement de talent, mais de personnalité. Parce que ces deux-là, elles veulent le même homme. Elles veulent Aqua. Donc, ça promet, ce sera intéressant. Surtout que aussi, on va voir qu'est-ce qu'il en est de Mikomachi et comment est-ce que Kana va gérer le duo acting plus carrière d'alcool. Et surtout, comment Kana va gérer le duo acting versus carrière d'idol. Et t'as quoi qui se rapproche beaucoup plus de l'assassin slash amant de sa mère. Parce que là, il va direct entrer dans la production. Il va travailler beaucoup de personnes de la production parce que là, c'est la production qui va s'occuper de l'adaptation de la série. Donc, il a beaucoup de chances. Il aura beaucoup de gens rencontrés. Il va sûrement peut-être trouver le gars. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai bien aimé que la saison se termine sur ces nombreuses questions-là, en fait, qu'on a à se poser. Ça nous a posé les bases de ce qui sera la deuxième saison. Personnellement, ça me va. Je suis totalement d'accord avec ça, ça me va parfaitement. Tu n'as pas besoin généralement avec une saison de finir sur un gros cliffhanger, tu vois. Tu nous poses les bases. Voilà ce qui va se passer. Ils vont jouer dans une série qui va débuter dans la saison 2. Puis bien sûr, Aqua va se rapprocher d'une personne capitale pour sa quête de vengeance. Est-ce que c'est lui? Je ne sais pas. Je n'ai pas lu les mangas, je ne sais pas si c'est lui. On verra bien. Et les crédits de fin, franchement, c'était beau. C'était beau, j'étais captivé. Quand les gens considèrent un animé, en fait, comme étant un banger, ils font le travail qui convient à un banger. C'est ce qui s'est passé avec l'ending. J'ai vraiment kiffé les visuels de l'ending et les visuels du début là. Ils étaient parfaits. Ça montrait vraiment fin de saison. Franchement, j'ai été très agréablement surpris de Oshinoko. Animé de la saison, je ne pense pas parce qu'il y a Villain, c'est le gars qui a frappé, qui a mis la barre très haute. Ça a apporté un vent frais, honnêtement, au niveau de l'histoire, du narratif, de comment ça gère les animations, de comment ça présentait genre les graphismes et tout. Bref, tout ce qui est technique et tout ce qui est contenu de l'animé était vraiment bien. C'est l'animé qui mérite clairement une saison 2. Enfin, c'est mon avis. La question qui fâche, la question qui tue, est-ce que Oshinoko a tenu le hype? Perso, moi je trouve que oui. Franchement, moi je trouve que ça a eu un début d'histoire incroyable et que ça a réussi à rester consistant à cette histoire-là du début jusqu'à la fin de la saison. Et je trouve que les événements qui ont aussi sont tout à fait prometteurs. L'animé qui a tenu toutes ses promesses. Honnêtement, il était vraiment bien et franchement, je suis content de ce que j'ai regardé, personnellement. Voilà, c'est toute cette petite revue et les épisodes 10 et 11 de Oshinoko. Comme d'habitude, si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Ça a été un plaisir pour moi de regarder, de débriefer Oshinoko avec vous. Tu verras une playlist quelque part par là, je pense, de tout mettre débrief des épisodes de Oshinoko. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, pour être soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.